Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer. La vie de Matina s'est brisée il y a 5 ans, quand son demi-frère, de 20 ans son aîné, lui a infligé un traitement inhumain. Il n'en serait pas sorti vivant si sa mère ne l'avait pas sauvé in extremis. Il voulait me tuer carrément. On m'a attaché 4 jours en soleil. Je ne mange pas. Il met dans mes yeux les piments. Et il détachait ma main et il met les piments. Et il a pris les chicottes pour donner son enfant de me frapper, de courir. Si je cours et je tombe, son enfant me frappe. Madina a grandi dans une des régions les plus pauvres du Togo, là où les malheurs du quotidien s'expliquent de manière surnaturelle. Mort, maladie, malformation, paupérisation sont le point de départ de bien des souffrances dont sont victimes les enfants. Les ennuis de Madina ont commencé à la mort de son père. Sa famille l'a accusé avec sa mère d'être responsable de son décès par sorcellerie. Mon mari avait beaucoup de femmes et d'enfants. Ça a créé beaucoup de problèmes de jalousie. À sa mort, la famille élargie m'a détruite, mon fils et moi. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, car j'ai tout investi pour sauver mon fils. Je ne comprends pas comment on peut accuser un enfant de sorcellerie. Si l'enfant dit sorcier n'est pas tué ou jeté à la rue, il est envoyé chez un guérisseur pour être exorcisé. Au bout d'une piste, dans le village d'Alereide, cet homme, qui se fait appeler Alpha sous le baobab, a récupéré une vingtaine d'enfants. Pourquoi tu viens rester devant moi? Je vois un enfant souffrir sur la route. Je prends mon véhicule, je demande, toi là, tu vas où? Toi seul en pied. Je le prends et l'emmène à mon niveau. Je vivais avec ma grand-mère quand on m'a accusée de sorcellerie. Elle m'a emmenée en forêt et elle m'a mis une corde au cou pour me pendre. Un homme lui a demandé de ne pas me tuer, qu'Alpha pourrait s'occuper de moi. Sur le site d'exorcisme, les enfants seraient soignés en se lavant et en buvant des concoctions de plantes amères et nauséabondes. Ils sont effrayés par Alpha, vivent dans des conditions effroyables et sont exploités comme des esclaves. Selon le responsable d'un centre pour enfants maltraités qui nous a rejoints, son discours de bon samaritain sonne faux. C'est un escroc. Quand il parle des enfants, certains enfants qui sont abandonnés, ils sont laissés ici. S'il n'y a pas de profit, je ne suis pas sûr qu'il va accepter héberger ces enfants 1 jusqu'à 2 ans. Et je lui ai posé une question, il est tombé aussi dans le piège. J'ai demandé en quoi ces enfants-là lui sont utiles. Il a dit, il a reconnu que les enfants participent au niveau du chant. Donc, s'il ne tire pas du profit sur ces enfants, il ne peut pas les garder. Les enfants semblent dissimuler la vérité. La parole se libère à l'extérieur, lorsque nous rencontrons cette petite fille qui a passé 3 mois chez le charlatan Alpha. Errante, elle a été recueillie par le centre d'accueil des enfants maltraités. Elle nous explique qu'elle s'est enfuie car elle était tous les jours battue par le charlatan, parce qu'elle ne travaillait pas assez vite dans les champs. Plus de la moitié des affaires jugées dans les tribunaux de la région centrale et du nord du Togo sont des cas de sorcellerie. La loi togolaise garantit la liberté de religion traditionnelle, mais elle ne prend pas en compte les sciences occultes dans le code pénal. Je dirais que c'est une carence volontaire. Légiférer dessus reviendrait à étiqueter certaines personnes de ce label de sorcier et cela entraînerait des dérives. Et il suffirait que la tête de X ne plaise pas à Y, qu'il y ait quelque chose de mauvais, des événements dramatiques qui se passent dans le foyer, dans la famille ou dans un environnement quelconque, pour que l'on puisse se jeter sur quelqu'un. Taxer un enfant de sorcier est souvent un prétexte pour s'en débarrasser. C'est ce qui est arrivé à Marcelin. Il a été recueilli dans ce refuge pour enfants. Comme la moitié de ceux qui sont ici, il a été accusé de sorcellerie. Après plus d'1 an d'accompagnement psychosocial de l'enfant, de médiation avec la famille, Marcelin s'apprête à rentrer chez lui. C'est la 3e tentative. C'est un enfant aussi qui n'était pas très stable. Et par rapport à son comportement, il sort et le grand-père lit ça toujours à des actes de sorcellerie. Lorsque nous l'avons réintégré pour une première fois, il y avait aussi quelques problèmes de maladie dans la maison et le grand-père a lié ça au retour de l'enfant. L'accueil est glacial. Au moment des dernières recommandations et de la signature des formalités administratives, le grand-père paternel est encore sur ses gardes. S'il change de comportement, ça va aller. S'il ne change pas, c'est qu'il peut avoir un choc en retour. Marcelin est en situation difficile.
Sa mère l'a abandonné et son père ne l'a jamais vu. Il ne veut pas du tout que cet enfant mette pied là-bas. Choqué par les propos du grand-père, le petit Marcelin s'effondre. Pourquoi pour mon père, moi, je n'hésite pas? L'accusation de sorcellerie n'est pas une infraction, selon la loi togolaise. Mais les conséquences qui en découlent déclenchent une vindicte populaire ou familiale. Lorsque la justice s'en mêle, il est souvent trop tard. Todo Yatibi traîne une masse née d'une malformation. La masse a eu le temps de se développer. Todo Yatibi est un enfant abandonné par sa famille. Son père, que voici, soutient avec conviction que son fils est un enfant sorcier. Conséquence, il est rejeté par tous, humilié par une communauté majoritairement analphabète. Le jeune garçon fait partie des 18 enfants de cette concession. Son père est un polygame de 4 femmes qui dit avoir d'autres priorités. Todo Yatibi n'a jamais été consulté par un spécialiste du corps médical. Des spécialistes, il n'en existe pas dans cette partie du Cameroun. C'est donc un cas social qui mérite des examens médicaux approfondis pour un suivi efficace. Malheureusement, il est abandonné à son triste sort en attendant la providence. Comme lui, cet enfant subit le même sort. Il s'appelle Saliou, il est âgé de 14 ans et souffre d'une paralysie des 4 membres. Plus dur, Saliou a été abandonné par sa mère qui a contracté un nouveau mariage. Saliou passe ses journées couché et seul, parfois abandonné sous le soleil ardent de Garoua, sous les pluies torrentielles du département du Mayo-Oulio. Il a été identifié par Johan que voici, un agent de réhabilitation qui travaille pour le programme intégré d'appui aux personnes handicapées dans le Nord. Je l'ai trouvé dans un état délabré, plein abandonné, plein d'excréments. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'il existe une famille dans cette maison? Vit-il seul? Bon, dès que je me suis renseigné, je me suis rapproché d'abord des voisins. Les voisins m'ont fait comprendre que non, sa maman vit. Bon, le papa est décédé. Je dis, ah, bon, si la maman vit, mais pourquoi cet enfant est ainsi? On m'a fait comprendre que la maman ne vit plus dans cette concession. Elle est mariée à un autre type, dans le même village. Bon, je me suis battu, je me suis rapproché de la maman. J'ai dit à la maman que j'ai essayé d'exposer au point pourquoi est-ce qu'elle a un enfant, elle abandonne, elle me dit que non, elle ne peut pas prendre l'enfant là, vu que son nouveau mari l'interdit à devenir avec lui. À notre arrivée cet après-midi, le dernier repas de Saliou remonte à 2 jours. C'était un bateau. Saliou a perdu son tricycle, endommagé. Il passe ses journées dans cette case. Seule sa sœur aînée est à ses côtés et l'assiste en cas de disponibilité. En fait, elle est une malade mentale qui perd souvent le nord et fait le tour du village. Elle a parfois été violée par des villageois sans cœur. Elle nous a confié que depuis 3 mois, le petit Saliou n'a pas eu droit au moindre bain. Personne pour s'occuper de lui. Des petits Saliou, il en existe par dizaines dans ce village, situé à quelques 150 km de Garoua, dans la région du Nord, au Cameroun. Un service social, il en existe aussi. Ce service a été plusieurs fois saisi de sources bien introduites, mais jusqu'ici, aucune réaction. La famille a catégoriquement refusé. Ils m'ont dit non, ils ont mieux à faire que de s'occuper de lui. J'ai dit, ah, ils disent que non, ils m'ont déclaré carrément que non, lui, c'est le diable en personne. C'est ce que son grand frère me l'a dit, que c'est le diable en personne. Il dit, mais comment tu déclares que ton petit frère est le diable en personne? Et moi, comme je le touche, il dit qu'il ne peut même pas le toucher. Il existe beaucoup d'autres Saliou dans cette partie du Cameroun. Des enfants, des hommes, des femmes rejetés par leur famille, mal vus par la communauté à cause de leur handicap. Pour transformer les mentalités et améliorer la perception sociale à l'égard des personnes handicapées, le programme intégré d'appui à cette catégorie sociale a mis en place une approche de socialisation et d'éducation des populations.
Il s'agit des rencontres de groupes de parole. Cet après-midi, les habitants de Jalingo doivent y prendre part. Maria, Abdourazak et Mohamed sont nés sourds. Cet homme assure leur encadrement au quotidien. Tous les jours, il va à la rencontre de ses enfants pour un travail de rééducation. Oui, il y a un lien de parenté entre le papa et la maman. Il y a un lien de parenté. Donc, et c'est pour cela que les enfants, tous sont sortis, les trois premiers enfants sont sortis sourds. Et quand elle a eu la grossesse du 4e enfant, je l'ai d'aller à l'hôpital pour faire des examens, pour être, pas qu'on tombe encore dans le même cas, quoi. Mais aujourd'hui, l'enfant n'est pas sourd, le 4e enfant. Des enfants démembrés, disséqués, boucanés tels du vulgaire gibier et cuisinés dans une sauce de l'effroi. Une image digne des pires scénarios d'épouvante, pourtant réelle. Les faits se déroulent dans la localité de Badjengo, où depuis près de 24 heures, 2 fillettes, âgées respectivement de 3 ans et 6 mois, sont introuvables. Malgré les interrogations de la famille, leur mère reste muette. Asta, sa coépouse, nous raconte en foufoulde ce qui s'est passé. Avant-hier, on était au champ, on est rentré vers 17 h. Après avoir effectué la prière, j'ai remarqué l'absence de ses enfants et je lui ai demandé où était-elle. Elle n'a pas voulu répondre. Je suis allée vérifier dans sa chambre et je n'ai trouvé personne. J'ai encore insisté, elle a répondu qu'elles sont dans la chambre. Et elle n'a rien dit jusqu'à qu'elle soit repartie dans sa chambre. Et comme il faisait nuit, j'ai appelé mon mari pour lui expliquer la situation. Au retour de notre mari, ils sont partis ensemble chercher, mais rien toujours. Le lendemain matin, on a encore continué avec les recherches, mais toujours rien. C'est en fouillant dans sa chambre qu'on a retrouvé la marmite. Les enfants étaient dedans. Salamatou, 25 ans, le regard froid et perdu, aurait assassiné ses propres enfants. Entre les mains des forces de l'ordre prévenues par son époux, elle garde pour l'instant un silence glaçant. Alors que la gendarmerie essaie d'établir les circonstances et surtout le mobile de cette scabreuse affaire, la famille tout entière est sous le choc. Immédiatement, on s'est rendu sur les lieux avec des éléments. Nous sommes passés aux consultations. C'est ainsi qu'on a saisi les corps dans la marmite. C'est ma mère qui m'a appelé pour m'informer de la situation. Elle m'a dit que la femme de mon grand frère a tué ses 2 enfants. Et elle les a préparés, mais elle n'a pas pu les manger. J'étais sur les lieux, j'ai vécu la scène, c'est extrêmement horrible. Qu'est-ce qui peut expliquer cet acte horrible? Pourquoi avoir tué ses propres filles? Comment y est-elle arrivée? Autant de questions qui trottent dans les esprits des populations de Badjengo, dans l'arrondissement de Pitowa. La localité vient d'inscrire son nom comme la tristement célèbre scène d'un crime hautement répugnant, celui d'une femme qui a cuisiné la chair de sa chair. Sommet Romain, pour des ambitions de réussite, a connu un moment d'occultisme. Il a presque vendu son âme au diable. Restez avec nous pour découvrir toute son histoire. Merci d'applaudir notre invité témoin du jour, Sommet Romain. Bonjour. Oui, bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Donc il faut se battre. Donc je me dis, mais pourquoi l'autre? Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient, donc je voulais aussi expérimenter ça. Donc vous voulez percer le mystère, je suppose que vous leur posez la question. Voilà, bien sûr, j'ai posé la question. Et puis, bon, souvent, quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines chaussures. Donc, bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que c'est pas simple alors. Donc, il faudrait aussi que moi aussi, j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux percer. Est-ce qu'à aucun moment vous ne vous êtes posé une question plutôt technique ou professionnelle? Parce que le succès en musique aussi est lié à la mélodie entraînante, au refrain efficace, au texte dans lequel le public peut facilement s'identifier. Un cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, là,
qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe. J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie, mais pourquoi aller faire ça? Donc ça me fatiguait un peu, voilà. Donc, au fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Le milieu seulement des chanteurs ou bien des artistes en général? C'était énorme, parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie? Ah, d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire. Et puis, je dis au monsieur, c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas parce que dit quand j'ai fait signe au monsieur, courriez? elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis, c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sortis. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas pour ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans Voilà. le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que dès que je suis arrivé avec mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Je crois que c'est justement parce qu'ils ont peur qu'on divulgue le secret. Parce que celui qui va et qui se soumet à ce qu'on lui demande, puisqu'il est soumis, il garde le secret. Et si vous sortez de là-bas en disant non, ça veut dire que vous avez le secret, vous allez le divulguer. C'est pour ça un peu que le retour est dangereux. Mais et l'après? L'après, au fait. La suite, après, s'il y a eu des répercussions. Voilà, s'il y a eu des répercussions. Non, au fait, quand j'ai quitté les lieux et que je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. Voilà, donc j'ai passé 5 jours à Flao, entre la frontière Ghana et Togo. 5 jours. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. Ah. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons... Les gens peut-être ne le savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Ce que je vais vous dire, peut-être va vous étonner, est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile? Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Donc pour dire quoi, j'ai pas peur, c'est un devoir. On risque de ne plus rien écouter, hein, parce que on connaît beaucoup de stars qui sont dans des pratiques, hein, franchement. Donc c'est au contraire, je veux dire, j'en parle pour aider. Pour dire que c'est pas bien. Mais ce que vous dites est grave. Comment on peut reconnaître ces musiques-là? Oui, mais attends, comment on peut... Vous êtes d'accord avec moi? Non, lunette là, non, c'est un mouvement. Là, c'est chaud, là. C'est des musiques lentes ou bien c'est des bruits, pardon, dites-nous. Non, la musique peut être lente, ça dépend du pacte signé. Voilà. Avant de commencer la vidéo, voici la question du jour. Dans quel pays le broutage est-il né? Je parie que la plupart d'entre vous vont échouer. Laissez-moi vos réponses en commentaire.
Ces derniers temps, les jeunes riches avec la vie facile, possédant de belles villas, de belles voitures et des artistes de grandes marques sont devenus plus qu'un modèle pour la génération d'aujourd'hui. Ils sont riches, oui très riches, ils ont toutes les potentialités dont rêve tout le monde, mais sans aucune source exacte de la provenance de leur richesse. Ils sont appelés brouteurs en Côte d'Ivoire et Sakawa au Nigeria. Toutefois, plusieurs expériences ont révélé aux yeux de tous que ces jeunes font d'abord des rituels très dangereux. L'augmentation des rituels inimaginables explorés par les brouteurs dans leur quête d'argent est en train de devenir difficile. Les défis difficiles pour obtenir une richesse plus régulière pour financer leur soif de luxe et une vie très confortable, les ont emmenés à faire des pratiques inhumaines. Une augmentation financière a obligé les brouteurs à se soumettre à des actions qui vont vous couper le souffle. 2. Aboyer une fois par mois. Il y a une première vidéo dans laquelle un jeune Nigérian avec du sang dans la bouche criait comme un chien. Ses amis près de lui étaient choqués et terrifiés, et avaient peur de l'approcher. Une autre vidéo virale d'un brouteur capturé en train de faire la même chose. Alors que ses amis se moquaient de lui dans un salon, il émettait continuellement des sons qui ressemblaient à ceux d'un chien. Mais cette fois-ci, les amis ne semblaient pas dérangés alors qu'il riait et applaudissait comme s'ils savaient ce qui se passait. OOD qui signifie l'argent est venu, et le cri de guerre, nous pouvons entendre en arrière-plan, tandis que le jeune homme continuait d'aboyer. 3. Manger des matières fécales humaines. Il le mange avec du pain sous forme de sandwich. Non, je pourrais jamais faire ça, c'est une réponse probable lorsque l'idée de manger du pain en sandwich avec des matières fécales humaines est envisagée, mais pas pour certains brouteurs, en tout cas pas pour ceux qui sont à avoir la richesse coûte que coûte. Une dame a entendu un jour son ex-petite amie lors d'une conversation avec un pote, qui l'a écouté raconter son expérience qui l'a rendu riche, qu'il était obligé de manger son propre caca accompagné de pain en forme de sandwich. Vraiment j'imagine le goût. Le mélange est considéré comme l'un des droits pour remplir dans le contrat. 4. Boire du liquide ou mouminal. Il a été dit que certaines femmes sont restées à jamais à la suite de rencontres avec des jeunes. Dans la plupart des temps, il s'agit des joueuses de busy et quelques défis peu matérialistes. En buvant ce liquide, cela permet aux brouteurs de prolonger la durée de leur contrat de vie facile. 5. Se laver au carrefour à des heures tardives. Des sources confirment que plusieurs jeunes ont été perçus à des carrefours en train de se laver avec des potions au milieu de la nuit. Plusieurs sources ont confirmé que cela fait partie des étapes d'enrichissement des brouteurs. 6. Se faire passer pour un fou. L'histoire de Lionel Chap a fait le tour de la toile en 2020. Lionel Chap est très riche, il possède des voitures de marque, une villa, une fortune colossale. Aussi, il ne manque de faire des grosses dépenses sur des articles inutiles et dans les boîtes de nuit. Lionel Chap a subitement attrapé une crise de folie du jour au lendemain, il a été vu les rues presque nu. Quelque temps après il ressort sur son Instagram avec une vidéo le montrant avec des amis en train de faire la fête à gogo. Dans la vidéo, nous pouvons les entendre dire le boulot est fait, je ne suis pas fou. Selon ses proches c'était un contrat qu'il devait remplir pour être puissant qu'avant. 7. Prendre la vie d'autrui. Le sacrifice humain est un besoin primordial dans le milieu du broutage. Donner la vie de quelqu'un est un don par lequel les brouteurs les plus riches du continent sont passés. Que ce soit celle d'un proche, d'un membre de famille ou même un parfait inconnu. 8. Les filles. Comme tout récemment en 2020, où une jeune fille du nom d'Angela Bohama a fait ses adieux, après être quittée chez son copain. Selon nos sources, cette fille appréciait les avantages de sortir avec des hommes aisés. C'était dans un après-midi qu'elle a rendu visite à son copain. De retour à la maison, elle a commencé à ressentir des terribles douleurs à l'estomac. Quelque temps après, elle a commencé à sécréter des billets d'argent. Il n'en fallut pas longtemps pour qu'elle succombe. Il y a aussi celle devenue folle après être descendue d'une voiture au Nigeria. Une voiture qui a été identifiée comme celle d'un garçon Sakawa. 9. Les enlèvements d'enfants. Rien qu'en 2018, la disparition de plus de 15 enfants a été signalée en Côte d'Ivoire. Parmi tant d'autres, le cas du petit Bouba a choqué les Ivoiriens et même les pays voisins. C'est un bijoutier du quartier, en qui le petit Bouba avait confiance, qui a tenté de l'utiliser pour devenir riche. Il affirme aux autorités après son arrestation, que c'est son marabout qui lui aurait conseillé cette pratique. Je voudrais remercier ici la police criminelle à l'époque qui a fait que ce phénomène a baissé aujourd'hui, l'ampleur a baissé grâce à la police. Ils ont à un moment donné, mais à ce temps, l'âme n'était rien. Déjà, il y a des brouteurs qui allaient même faire des sacrifices humains, qui allaient même jusqu'à égorger les gens. Moi, j'ai eu un jeune brouteur à l'époque, il avait un petit canari dans son salon là.
et sa petite amie a cassé le canari. Quand elle est venue trouver qu'elle a cassé, il a pris pistolet comme ça. Bon, aussi sa petite amie, puis lui-même il s'est donné la mort. On se demande pourquoi. Peut-être c'est les pactes qu'ils ont signés avec le diable. Et je lui ai dit que franchement, votre témoignage va nous situer un peu, nous édifier. Parce que là, vraiment, ce phénomène-là, on a pu faire très attention. C'est vrai, vous êtes à la télévision, vous êtes en direct, c'est votre témoignage, vous êtes ex-brouteur. Mais c'est des gens, généralement, il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte. Vous n'êtes pas masqué, vous êtes là, vous êtes découvert. Faites très attention dans vos propos. Vous pouvez utiliser des expressions telles que Y a fait ça, E a fait ça. Ne dites pas de nom, franchement. Voilà. Parce que c'est très délicat. Et puis, heureusement que vous êtes ex-brouteur. Et puis, ben, voilà, les larmes, c'est fait pour se raser, pas pour et c'est un phénomène qui a, on va dire, qui a pris forme dans les pays anglophones et qui, malheureusement, s'est répandu dans les pays francophones. Alors, beaucoup, Jean-Yves, je suis sûr que vous connaissez bien Pater Nascimyan, c'est la star du moment. Nous allons le retrouver avec la question suivante. Avez-vous déjà entendu parler de sacrifice dans le monde? C'est parti. Chris Pater Nascimyan, c'est votre opinion. Caroline, c'est dans la commune du Plateau que nous vous retrouvons. Il nous est parfois revenu que ce mot est tiré du proverbe populaire, le mouton broute là où on l'attache. Et l'idée répandue est qu'originellement, le brouteur, tout comme le mouton, obtient sa pitance sans grand effort. À chacun d'apprécier, mais aujourd'hui, le phénomène semble avoir franchi le seuil de l'irréel. Avez-vous déjà entendu de sacrifices dans le monde des brouteurs? Votre opinion nous intéresse. Oui, j'ai entendu parler souvent sur les réseaux sociaux et certains amis qui m'ont un peu expliqué certaines histoires et tout ça. En tout cas, ces gens de milieu-là, ils ne pensent pas que c'est une vie parce qu'ils sacrifient leur vie et puis après, ils meurent malheureusement. Donc, ils ne pensent pas que c'est une vie, quoi. Oui, plusieurs fois. Nous avons entendu parler de sacrifices dans le milieu brouteur. Voilà, les arnaqueurs que nous appelons communément brouteurs. En tout cas, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour donner leur vie. Voilà. Des fois, ils donnent leur âme, ils vendent leur âme pour de l'argent. Voilà. Mais c'est des gens qui finissent mal. C'est la facilité. Voilà. C'est des gens qui aiment la facilité, qui ne veulent pas travailler. Oui, j'ai déjà entendu parler. Mais il y a les conséquences derrière parce qu'on en voit plein sur les réseaux sociaux. Là. Tantôt, quand ils finissent de faire les sacrifices, ils n'ont pas une durée de vie. La vie, bon, on peut dire que la durée de vie est limitée, quoi. Donc, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas d'accord parce que ça n'emmène pas les jeunes à travailler. Ça n'emmène pas l'éducation aussi aux jeunes. Donc, il vaut mieux travailler à la sueur de ton front et avoir ton lendemain. L'exaltation de la richesse matérielle, l'absence d'exemplarité, le culte de la médiocrité qui ont malheureusement fait le lit des brouteurs et qui sont malheureusement vénérés. À vous le studio, Caroline. Merci infiniment, Pater Nascimyan. Eh bien, je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Pokou Jean-Yves, qui est aujourd'hui recycleur, artiste plasticien, orphelin de père et de mère. Alors, Jean-Yves, nous souhaiterons savoir comment est-ce que vous avez pu intégrer le secteur lugubre et ténébreux des brouteurs. Là où c'était difficile, quand je suis arrivé, il ne gagnait même pas de l'argent. Au début, il a fait presque 8 mois. Moi aussi, je tapais le clavier comme on parlait, mais il ne gagnait rien. Voilà, c'est dans le jargon, taper le clavier. Il y avait des mougous. Les mougous sont communément appelés nos victimes. Ce sont nos victimes qu'on appelle les mougous. Voilà. Je ne viens pas sur ce plateau pour essayer de parler d'autre chose, mais je vais faire mon témoignage parce que il faudrait que la jeunesse soit... Il faudrait que la jeunesse prenne conscience. On attend de vous. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Vraiment. Alors donc, c'était quoi votre... Je ne sais pas, il y a forcément plusieurs types de broutage, mais vous étiez spécialisé dans quoi? J'étais spécialisé dans l'arnaque love. L'arnaque love, ce qui veut dire? Je me faisais passer pour une femme. Voilà. Et ça marchait? Bien sûr. D'accord. Donc vous avez galéré pendant 8 mois et puis après... Pendant 8 mois et après, j'ai essayé de demander plus en profondeur. Ils m'ont dit, voici ce qui se passe. Il faudrait que tu fasses des sacrifices, tu attaches l'esprit de certains blancs. Il faudrait que tu te laves avec des potions, tu casses des canaris au carrefour. Je dis, si d'autres le font, ils ne sont pas morts. Pourquoi hésiter? Ma famille est pauvre, c'est dur. Moi aussi, j'ai envie de sortir de cette misère-là. Ça, c'était votre raisonnement d'alors? Ça, c'était mon raisonnement à l'époque. Et voici comment il va prendre la route de Katiola, Wangolo, Tumodi. Ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Faire des sacrifices de moutons par-ci, cabri par-là. L'argent venait, mais ce n'était pas en abondance. 100 000, 200 000.
250 000. Quelle était la plus forte somme? Ma plus forte somme qu'il y a eu, environ 2,5 millions en un jour. Et qu'est-ce que vous faisiez de cet argent-là? Il y avait un seul rêve, aller en Europe. Il y a eu plus de force à continuer jusqu'à ce que ça me pousse à aller au Bénin, au Togo. Parce que je me suis dit que c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent qu'il ne partait pas. Donc, je voulais avoir plus de puissance. C'est au Bénin que je suis parti au Bénin. On est rentré dans certaines sciences occultes où on était obligé de manger des lames. Ça, c'est incroyable, en fait. De manger des lames. Les lames qu'on vend souvent à la boutique, là. Et ça ne vous faisait pas de mal? Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de la boulangerie? Oui, en fait, il le faisait naturellement, en fait. Vous le faisiez naturellement. Alors, ce que je veux savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel, vraiment, a été long. Dans le premier rituel, il a failli perdre ma vie. Voilà. Il n'avait pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et il devait avoir 26 ans avant de pratiquer ce rituel. Mais je me suis dit, vous étiez tellement pressé. Il va être sorti. Voilà. Et il a failli perdre la vie. Parce que vraiment, il est tombé évanoui. Beaucoup de choses se sont passées. Grâce à Dieu. Mais ça ne va pas vous pousser à vous abandonner. Non. Ça ne vous pousse pas à abandonner. Non. Et finalement, on ne va pas raconter tout ce que vous avez fait dans ce domaine parce que c'est même pas intéressant, c'est pas du tout agréable à écouter. Ah, c'est dommage, vraiment. Mais comment est-ce que vous arrivez à sortir de cet engrenage? C'est une grâce de Dieu, vraiment. Parce que c'est personnellement que je suis sorti du broutage. Personnellement. J'ai perdu un ami en 2016-2017 et à sa veille, il a pris conscience que avec tout ce qu'on a fait, et puis sa mort était tellement tragique qu'il devait prendre conscience aussi qu'il pouvait mourir comme ça. Et si je suis sur cette terre-là, peut-être il y a un Dieu suprême qui me regarde quelque part. Et c'est là, un matin, il a pris que ce soit... Mais en temps, quand il partait à l'église, il y avait mes potions sur moi. C'est-à-dire pendant que vous étiez brouteur, pendant que vous alliez vous chercher à Wongolo, au Bénin, tout ça, que vous avaliez les lames, vous alliez à l'église? Ouais. Ok. Mais quand il est vraiment venu pour les malades. Hein. Ouais. Vraiment, Dieu est vraiment venu pour les malades. Quand il a pris conscience de cela, ben, le lendemain matin, il s'est allé à une prédication qui m'a vraiment touché. C'était pas facile parce que quand il s'est arrivé à la maison, il a regardé mes canaries, des potions magiques, les bagues aux doigts. Il a tout enlevé, il a mis dans un sachet noir et il a jeté à la poubelle. Et je me suis dirigé vers une librairie pour m'acheter une Bible. Donc il y a deux choses qui ont créé le déclic et qui vous ont poussé à abandonner. Vraiment. J'allais dire qui ont créé la prise de conscience. La mort de votre ami qui vous a interpellé au plus haut point. Il était aussi dans le domaine et je suis sûre qu'il se croyait immortel en fait. Vraiment. Comment vous avez vécu cet épisode-là? Courage. C'était difficile, hein? Un ami qui m'a... avec qui il faisait tout même. Qui faisait le broutage aussi? Ouais, il faisait tout, vraiment. Caroline, si vous me permettez, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, parce que vous êtes allé au Bénin, vous avez fait quelque part des pactes. Vous ne redoutez pas le retour de la médaille? Parce que c'est jamais gratuit, ces choses-là. Il y a toujours un retour, mine de rien. Et vous pensez que le fait que maintenant vous priez, vous êtes protégé? Parce que vous avez signé quelque part un pacte. Mais il m'est arrivé qu'un jour, il y a une voix qui m'a dit, toi, tu penses qu'il t'est laissé comme ça? C'est pas fini. C'est Jésus que tu veux suivre. Tu verras ce qu'il va te faire. Et parlant de voix, il y a des voix qui vous fatiguaient les nuits? Ouais, il n'arrivait pas à dormir. Il me poursuivait, me retrouvait même des fois dans des cimetières, en plein rêve, où il devait vraiment chercher à m'en sortir de là. Mais à mon réveil, ça allait et je continuais encore dans mes pratiques. Mon changement, je peux dire qu'il a été fait brusque, instinctif en même temps, sur les champs. Parce que sur les champs, ça a commencé, presque les musiques du coupé décalé ont disparu seul de mon téléphone. Voilà. Il a soulevé ces potions-là, il les a jetées seul. Tout ce qui était à la maison, vraiment, qui ne pouvait pas m'édifier vraiment. Il a commencé, il ne les donnait même pas en cadeau, mais je les jetais seulement. Il les jetait, ce qui peut casser, il cassait, ce qui peut jeter, il jetait.
différent. Et vos amis qui étaient dans la même situation que vous, vos amis brouteurs, ce changement-là, comment est-ce qu'ils ont... En tout cas, dans les débuts, certains, parce que dans ce domaine-là, c'est l'alcool, les femmes, le sexe, tout et tout. Hein, voilà. Mais au début, ils ont dit, ben, tu as arrêté l'alcool, tu dis tu vas à l'église, on verra 5 jours, on te donne 5 jours. Il a fait 1 mois, on te donne 6 mois, il a fait 1 an, sans toucher à l'alcool avant de passer par le baptême. Vraiment, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai 2 enfants. Mon premier fils, c'est lui-même qui m'a fait vraiment prendre conscience parce qu'il tombait tout le temps malade. Il tombait tout le temps malade. Et même quand j'ai arrêté le broutage, on est parti à l'hôpital une fois, ils ont dit que son foie était gros, que son âge. Ben, il a commencé à sourire, le docteur a demandé pourquoi, c'était dans une clinique. Il lui a dit, Dieu me met en l'œuvre. Il a lui montré que moi aussi, je suis prêt à le suivre. S'il rentrait en jeûne et prière, il a bombardé. On est allé 1 semaine encore, on dit c'est à la normale. Il dit voilà. En tout cas, nous, on est très heureux que vous ayez abandonné cette vie-là parce que ce n'est pas évident, voilà, avoir de très mauvaises habitudes et abandonner. Vous auriez pu perdre votre vie dans cela, comme ça a été le cas pour votre ami. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villages pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. On a dit de donner une personne de ta famille. Hein? Tu as vendu ton pied. Et puis ils ont mangé. Allez voir. Et toi? Et toi, hein? Tu as vendu ton pied aussi. Viens ici. C'est un pied de porc ou un pied de bœuf. Vous vendez vos pieds. La puissance. Donc en sorcellerie, c'est vendu. Ils ont vendu ça. Combien? Là-bas dans l'argent. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont rien dit, ils ont mangé. Hein? Ils m'ont rien dit, ils ont mangé. Et qui a donné pour qu'ils mangent? C'est moi, papa. Regarde. Qui a donné pour qu'on mange? C'est moi-même. Mais ils ont mangé, maintenant tu veux quoi? Viens. C'est ça les pommes pour bander ses pieds. Comme la plaie sent là, c'est ça j'ai lavé. Moi-même j'ai attaché. Parce que quand ça sent là, on va Eh, viens. Va-toi. Tu as donné ça en sorcellerie. Jette ça, jette. Jette. Tu as vendu ça en sorcellerie. À combien? Hein? Tu n'as pas dans l'argent. Mais tu as eu quoi? Tu as eu quoi quand tu as vendu les pieds? Tu as eu pouvoir. Pour faire quoi? C'est pour cela que tu as donné ton pied. Ils ont mangé sans sorcellerie. Qui est la patronne entre vous trois? Mamie, qui est la patronne entre vous trois? Hein? Blanc. Blanc. Qui est patronne? Qui est chef? Chef ou c'est qui chef? Je n'ai pas demandé. Qui est chef? Moi qui patron. C'est toi? Hein? Toi tu fais quoi? C'est Jésus qui m'a baillé maintenant. Elle doit tuer les gens. Tu tues comment? Parfois, ça va comme beurre. Regarde ton pied. Et là, il les transforme en animal pour les tuer. Hein? Il les transforme en animaux pour les tuer. Tu tues les gens. Comment? Allez! Fais! Comment? Allez! Fais! Allez! Comment? Une cuite dans le Mbam et Kim, la partie de sorcellerie à ciel ouvert. 3 jeunes adolescentes,
Grâce aux aveux au cours d'une séance d'exorcisme public, ces filles ont reconnu leur implication dans la mort de certaines personnes de leur entourage. En plus, elles avouent avoir consommé et fait consommer de la chair humaine. Précision, Paul Alain, à Bénin. Dans cette case anodine au centre-ville d'Untui se joue un mélodrame bouleversant. Sur les planches de cette lugubre représentation, 4 personnages principaux et parmi eux, un metteur en scène et 3 acteurs féminins à la mine insoupçonnable. Le rituel d'initiation aura été le même pour nos 3 pucelles qui en ont acquis des compétences démoniaques. Les faits parlent d'eux-mêmes. On n'a pas encore tué. Mais vous mangez la chair humaine, non? La chair humaine qu'on nous avait donnée, ce n'était pas nous qui avions tué cette personne. Il y a une femme dans notre quartier qui allait tuer ça dans le groupe des grandes personnes. Elle nous a donné la chair humaine. Elle a donné à celle-ci, elle a donné à celle-là. On a mangé, celle-ci était levée pour aller uriner. On ne savait pas qu'elle partait jeter sa part. Après, le lendemain, la femme là vient, elle nous dit, la chair humaine que vous avez mangée là, vous allez aussi me rembourser. Le lendemain, nous sommes encore partis. Elle me demande de donner ma personne. J'avais donné mon cousin. On a recueilli son sang. On a mis dans l'avion comme carburant. Ensuite, on a demandé aussi à celle-ci là de donner son père. Elle a donné. On a recueilli le sang. Même chose chez l'autre qui est là-bas, de l'autre côté là. Elle a aussi donné son frère qui est en Suisse. C'est Dadji qui m'a ensorcelé. Il partait à bas. Il partait de la bouche. Il partait à bas chez la croise. Donc, elle m'a montré le serpent bois. Le savoir-faire des fillettes les a progressivement hissées vers les cimes de la hiérarchie du mal, puisqu'elles se sont spécialisées dans la consommation de la chair humaine. En voici d'ailleurs quelques réserves qu'elles ont eu la sagesse de faire en prévision des jours mauvais. Dans la foule, quelques victimes en sursis sont pris de panique. Cet homme est le géniteur de l'une des sorcières. Sa fille l'aurait déjà livré, mais il est récupérable. Ces anneaux, prélevés d'une herbe spéciale et qui lui ont été accolés par sa propre fille, constituent les premières marques de sa délivrance virtuelle. Toutefois, d'autres noms figurent sur la liste macabre que brandit le traitant, parmi lesquels cette fille dont les jours seraient comptés. Les jeunes sorcières présumées entonnent néanmoins en chœur le cantique de la délivrance pour leur propre compte, une délivrance présentée par le guérisseur exorciste comme parfaitement envisageable. C'est dans une tombe dans laquelle repose désormais Kimbi, son neveu, que le dénommé Congo a failli être enseveli vivant par les jeunes de son village. Réunis autour de la tombe dans laquelle repose Kimbi, les jeunes du village en colère lui font passer une espèce de jugement avant sa fin. Lui, qui est accusé d'avoir mystiquement arraché la vie à son neveu. En sa langue vernaculaire, il leur explique qu'il n'a jamais voulu tuer son neveu, mais y a été contraint par les autres vieux de son cercle de sorciers. Il va plus loin et leur explique que durant la maladie de son neveu, ses confrères en sorcellerie lui ont mystiquement retiré des parties essentielles de son corps, d'où la survenance de sa mort. Passé ce jugement, les jeunes du village Mvi, dans l'arrondissement de Kambé, vont finalement relâcher le vieux Congo, puis le bannir du village afin qu'il n'y fasse plus de mal à personne. Dans la foulée, sa maison va être également incendiée par les villageois et le vieux Congo, poussé à sortir du village. Pour moi, ce n'est même pas quelque chose pour parler de ça, mais on doit parler parce que ça existe déjà. Bon, c'est une abomination. Dieu n'a jamais créé un être humain pour la nourriture de l'être humain. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé les animaux en brousse aux forêts pour que l'humain utilise pour la viande, pour manger. Bon, aujourd'hui, l'être humain mange déjà l'être humain comme la viande. C'est une abomination. Ce n'est pas quelque chose de parler de ça. Il ne sait pas ce qu'il veut gagner derrière ça. Avant le jour où il a mangé le héros,
Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore pris une décision parce que je ne pense pas que chaque héros qu'on a préparé, il y a la chair de l'être humain sur ça. Et je crois que l'être humain qu'on a mis la chair de l'être humain, c'était pour une raison spécifique pour eux, pour les gens là qui sont préparés pour m'aider. Ils connaissent le business qu'ils font derrière ça. Je regarde souvent la qualité de viande que je mange, mais je ne fais pas le choix de la viande. Mais je observe toujours la viande que moi je mange. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça date depuis très longtemps, des années. Même ici en plein Carrefour, ça s'est passé, même là, ça s'est passé. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a arrêté la personne, on a envoyé la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi, même si je n'ai jamais mangé à la chair humaine, c'est impossible. Même les viandes qu'on vend à travers le long de la route, lorsque tu voyages, je ne connais pas la provenance de cette viande-là. Je vais toujours continuer à consommer. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis très longtemps. Si tu décides que tu ne vas plus manger, qu'est-ce que tu vas alors manger? Dis-moi un peu par exemple. Bon, on prend un exemple, tu es à Makenene, tu as envie de manger Laura, on ouvre le plateau. Est-ce que tu as le scanner pour contrôler, est-ce que ça c'est la viande du rat ou c'est la viande du porc? Non, tu ne peux pas savoir. On mange seulement, c'est Dieu qui est en haut qui nous protège. Hier j'étais sur Facebook, il y a un homme qui a posté une vidéo là où il était en train de donner la vraie version des faits actuels. Il dit ceci, l'homme qui avait le restaurant, il était juste, c'est lui qui passait plutôt la marchandise vers un autre pays. Ce n'est pas qu'on mangeait de la chair humaine dans ces restaurants. Donc les rumeurs sont fausses. Donc ce n'est pas qu'on prépare la chair humaine dans ces restaurants-là. Et même si on le fait, il faut des preuves tangibles, comme il faut peut-être analyser la chair en question. Si on a eu à avoir des preuves là-bas. Non, moi je mange toujours le héros parce que tu ne peux pas confondre la peau de bœuf. Parce que le bœuf a lui-même d'abord son odeur. Tu ne peux pas confondre la peau de bœuf et autre viande. Donc moi je consomme toujours le héros. La vérification c'est au niveau du goût. Quand vous avez l'habitude à manger une viande, vous ne pouvez pas quand même avoir d'autres sensations ou bien d'autres saveurs par rapport à la viande. Si vous êtes habitué à manger le porc, si on vous donne la viande de bœuf, vous allez connaître que là je ne suis plus au domaine de la viande de porc, je suis au domaine de la viande de bœuf. Moi j'ai vécu ça en direct à éleveur. Il y a une femme qui a tué, elle a préparé la chair humaine avec le héros. Et moi j'ai vécu ça, c'est pour ça moi je m'exprime et j'ai aussi vu ça sur Facebook. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Depuis que j'ai appris ça, moi je mange plus le héros. Moi je mange plus le héros. Je mange plus ces héros-là. Et si puis avec ça, parce que c'est l'idéal la chair humaine qui nous vend. Ce n'est plus le héros. Parce que là c'est l'idéal la chair humaine. Donc moi je contrôle maintenant la viande que je mange à la lait. Moi je pense que cette femme qui tue l'enfant, parce qu'on l'a proposé un voyage, je ne sais pas où, ou parce qu'on l'a proposé une certaine somme d'argent, qu'elle croit que ça va changer sa vie. Ça ne changerait pas la vie de l'enfant qu'elle a tué. Des repas même qu'on fait dehors, là, je ne suis pas trop chaude dans ça. Moi je ne mange pas vite dehors. Et si je mange, c'est quelqu'un que je connais très bien, soit de la famille. Moi, je fais ma nourriture moi-même, je mange. En longueur de journée, moi, je n'ai pas faim. Si je veux grignoter, c'est la farine. Je ne mange pas de nourriture parce que aller au marché, voir comment cette femme-là écrase les ingrédients au marché. Tu ne sais pas comment ils ont fait même pour préparer. Les ingrédients, on lave sans nettoyer. On écrase comme ça, on ne peut pas vraiment préparer avec parce qu'on dit quand l'eau chaude a chauffé dans les condiments, ça va tuer les microbes. Ça, c'est faux. Il faut d'abord bien les laver. J'ai déjà juré même devant le Seigneur que je ne peux plus acheter le héros chez une femme. Moi, je veux manger le héros, je prépare moi-même. Depuis la rumeur, là, nous-mêmes, nous avons un peu le corps cassé pour même préparer. Mais avec la foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire. Mais on fait ça avec toute la foi, là, même comme les gens savent que les gens des héros, ce sont eux qui préparent les humains. Mais avec mon héros ici, vous pouvez voir, je prépare directement sur place. Je fais tout sur place. Dès que je viens de payer la viande au marché, je viens découper devant les gens. Je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même. Vous pouvez voir comme je tourne sur place. La viande est même dans le... Hey, moi, la viande est même dans la marmite. La marmite, c'est ici. Alors, c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place.
Donc pour moi, ça ne me gêne pas. Je sais que mes clients savent que je le fais en live et ils vont toujours venir manger. Donc même depuis le jour-là, je ne prépare toujours, même comme je n'ai plus préparé la quantité que je prépare souvent. Mais je prépare. Et j'ai confiance qu'on va manger. Et je l'ai toujours dit à ceux qui m'écrivent quand je passe que héros c'est vous, héros c'est vous. J'ai dit que vous allez manger pour moi parce que j'en ai confiance en moi-même. Et je fais ça en live. Et même si je ne viens même pas vous vendre dans le marché comme je le fais, vous allez venir me trouver sur place et manger. Moi, dans un premier temps, ça m'a vraiment dérangé. Mais ce que je vais dire à tout le peuple camerounais, à tous mes frères et mes sœurs, c'est il faut vraiment faire très très attention. On ne doit pas manger vraiment ce héros-là sans contrôler. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Éleveur là, vraiment, il n'y a que Dieu qui nous garde. Vraiment de Dieu, il n'y a que Dieu qui nous garde. Mais je demande à tous les Camerounais de faire très très attention parce que le dos est devenu mauvais. J'aime bien le héros, je consomme bien le héros, mais depuis que la rumeur là est sortie, vraiment, ça m'a découragé, je ne mange plus. Je préfère manger mon poisson brisé. Et je conseille à tous ceux qui mangent le héros que quand on les sert maintenant, qu'ils fassent attention. Par exemple, j'aime le singe. Quand je veux manger le singe, je suivais les pattes là. Au niveau des pattes, bon, je sais que ça c'est le singe. Mais jusque-là, je mange plus ça avec appétit. Parce que vraiment, l'affaire là m'a vraiment découragée. Cette femme-là doit être vraiment sanctionnée. Mais ça m'étonne, ça me surprend. Quand on arrête par les femmes, on la masque, on ne veut même pas que les gens la voient. On doit les laisser, on doit voir la face. On devait la laisser, on voit la face. On la tape bien. En fait, c'est un incident assez malheureux qui est survenu du côté des livreurs. Peut-être parce que les personnes qui étaient impliquées dans cet événement assez malheureux, je dirais, ça arrive. Mais moi, je vais dire quoi? J'ai des endroits où je consomme ce héros véritablement et c'est une personne que je connais depuis très très longtemps et qui fait bien ce héros dont j'apprécie bien. Et je sais quand même que la chair humaine, il y a quand même une différence entre le kanda et la chair humaine parce que ce que je consomme chez la personne chez qui que j'apprécie bien, c'est véritablement du bon kanda. Bon, moi particulièrement, pour dire vrai, je ne mange pas la viande de brousse. Je mange uniquement viande de bœuf, viande blanche, je veux dire le poulet et aussi le poisson. À part ça, je ne mange pas les autres viandes. Donc viande de brousse, je n'en consomme même pas du tout. Ou alors on va dire quoi, ce qu'on appelle généralement des viandes boucanées, tout ça je ne consomme pas. Je consomme uniquement ces trois dont je vous ai fait mention. Mon frère, ça m'a donné la chair de poule. Quand il voit quelqu'un manger le héros, s'il est en train de manger quelque part là-bas, moi je vais traverser la route avant de continuer. Parce que ça me donne la chair de poule. Vraiment. Depuis l'histoire des leveurs là, vraiment je suis dépassé avec l'histoire de héros là. Alors que je suis un vieux mangeur de héros. La consommation des héros, je n'ai jamais consommé. Ça ne me plaît même pas. En plus de cela, moi j'ai un problème. Le problème c'est que comment se fait-il qu'on trouve la tête d'un enfant dans le... C'est ça qui... Depuis ce temps-là, je ne suis plus moi, franchement. La viande même, je ne la consomme même pas trop. Parce que je sais ce que ça comporte. Si ce n'est pas la chair humaine, c'est les chiens qu'on prépare aux gens. Ou si ce n'est pas les chiens, c'est le chat. Mais vraiment, je consomme plus le poisson. Hein. La viande, vraiment, j'esquive beaucoup. Ce n'est pas seulement l'affaire des chairs humaines. Les chiens, on fait manger les chiens aux gens. Quand toi, tu te promènes, tu vois quelqu'un avec le seau en train de vendre la viande, tu lui demandes que c'est quoi. Il te dit que c'est le lapin sauvage et pourtant c'est le chat. Les gens qui en font de pareilles choses, il faudrait vraiment qu'on les suive à la longue. Et puis bon, et d'ailleurs là on se trouve peut-être qu'on est en train de manger des viandes qui sont non contrôlées. Et là maintenant je vais attirer l'attention des gens qui peut-être vont consommer des viandes, peut-être n'importe comment sans toutefois les contrôler, qu'ils puissent faire attention sur ces différents types de viande. Mais pour ces gens-là, j'aimerais dire ceci, qu'on prenne vraiment attention pour les suivre dès la base, qu'on suive ces choses dès la base et qu'on puisse peut-être éradiquer ce fléau qui est en train de miner la société camerounaise.
Voilà, regarde le bic, voilà, c'est la sorcellerie, ça. Almet. Oh, Tribunal de sorciers. A reçu un coup de fil de M. Almami Daouda Kondé, chef de quartier de Wareya, l'informant d'une odeur nauséabonde qui s'échappait d'une chambre qui était hermétiquement fermée. Aussitôt, une équipe de la brigade de recherche a été dépêchée sur les lieux. Les gendarmes ont requis un serrurier pour ouvrir la porte. Et dans la chambre, les gendarmes se sont rendus compte qu'il s'agit d'une fille de 3 ans, répondait au nom de Mariama Siré qui a été mutilée. Mariama Siré était arrivée ce même jour dans cette concession pour une adoption. Donc les enquêtes nous ont permis d'interpeller des présumés auteurs, Mamadouba Souma, ici à ma droite, et Sayon Doumbouya alias Simbo, qui ont commis ce sacrifice humain pour de l'argent. Et quand on a posé la question à M. Mamadouba Souma, il nous a fait savoir que c'est Sayon Doumbouya alias Simbo qui lui a dit pour avoir de l'argent, il faut un sacrifice humain. Donc Mamadouba Souma, ici présent, a profité de cette situation et a vu la petite qui était venue en adoption, qui a quitté le village pour la ville. Donc il a profité de cette situation pour mutiler la fille et la mettre dans un sac de couleur noire. Je vous remercie. Il nous a fait comprendre qu'il aurait agi sur l'instruction d'un certain Sayon Doumbouya, qu'il a dit de sacrifier un être humain et que cela pouvait les aider à être riches. Voilà le motif qui les a conduits à agir de la sorte. Les parents vous ont aidé à interpeller l'autre là, mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a conduit sur leur piste? Celui qui nous a conduit, nous a fait comprendre qu'il y avait une autre piste à exploiter, c'est bel et bien Mamadou Bassouma. Mamadou Bassouma qui nous a fait comprendre qu'il s'est commis avec un certain Sayon Doumbouya depuis de longs moments et que d'ailleurs il a fourni des produits à chaque fois qu'il se présentait vers lui et il donnait des produits. Donc à l'issue de cela, Sayon Doumbouya a dit qu'il pouvait l'aider à être riche sur terre. Donc, un jour, Sayon Doumbouya s'est présenté donc dans la famille de Mamadou Bassouma, qui a montré, n'est-ce pas, les filles qui étaient là, les petites filles, et il a montré à Mamadou Bassouma
la nommée Mariam Sissé, était une fille qui avait un pouvoir mystique. Et que n'est-ce pas, à partir de ce pouvoir-là, Sayoun Doumbouya pouvait, n'est-ce pas, travailler à partir de ses pouvoirs que lui, il a aussi, travailler afin d'être riche. Donc à partir de là, le gars s'est mis à l'œuvre. Donc ils ont tout de suite récupéré la fille, ils ont fait rentrer la fille dans la chambre, et là, ils ont réalisé les projets qu'ils pensaient. Flando, j'ai pris un petit taxi qui me déposait à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non, mon frère, laisse-moi là, je vais marcher. Je vais arriver, si déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le taxi, ses frères étaient en train de me prendre des photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Maintenant, on a continué, l'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle, où il y avait ses frères. Donc je suis descendue, il y a un qui m'a attrapé la main, et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère, et un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, ici, je crois-tu de venir ici avec maman coucou ici, là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe, là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt, j'ai appelé mon père parce que je suis en train de courir. Donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche, je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, je l'ai bipé. C'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, oh non, papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit, où? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher, je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer, il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après, le monsieur est redescendu, il est en train de crier à ses frères, on doit attraper la petite fille là, sinon elle va tout foirer. C'est là où je me suis encore cachée. Comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit, oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. Et l'homme était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai dit au moment, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. Ça, maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. C'est là où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. Ça, maintenant, on a appelé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et les gens disent non, il n'y a pas le carburant. Ça, papa a appelé ses amis, elles sont venues un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé les jeunes filles, on a seulement juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. Voilà, donc comme ça, moi aussi, j'ai commencé à faire le mal. Et dans la nuit, je sors de mon corps. Avant d'aller plus loin, je voulais savoir, puisque vous étiez 10 enfants, est-ce que c'est vous seulement qui avez été initié ou c'est tous les enfants? C'est tous les enfants. Il a dit, je mets mes enfants de génération en génération. Si je fais un enfant comme mon enfant, si ce n'est pas Dieu, mon enfant, tu viens, je serai initié. Votre mère était-elle informée, à votre avis? Oui, elle partait là-bas aussi. Elle adorait aussi. Elle avait une adoration à part. Elle avait ses génies à part. Oui, à part. Il y a pour les femmes à part et puis pour les garçons à part. C'est comme ça. Une question, s'il vous plaît. Oui. On dit que les sorciers mangent la nuit. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Mais c'est la nuit, on s'en va tuer. Non, on dit qu'ils mangent la nuit. Ils mangent comment? Ils mangent quoi d'abord? Ils mangent quoi et puis c'est comment? humain, ils mangent. L'homme? Oui, humain sur terre. C'est la nuit, on fait le programme. C'est la nuit, on s'en va tuer la personne. Ou bien on peut rentrer dans le corps de la personne pour aller tuer quelqu'un facilement. Et puis on mange sur la personne. C'est quelle est la partie de la personne que vous mangez en fait? Tout ce qui est là, c'est mangeable. Sauf chacun choisit sa partie où il mange. Et les personnes que vous choisissiez, c'était des personnes que vous connaissiez ou bien peu importe la personne? La personne qu'on ne connaît pas, on prend. C'est pas forcément ta famille. Mais alors, moi, enfin, selon ce que les gens racontent, c'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tuer une personne que vous ne connaissez pas. C'est sans complicité avec un membre de la famille. Est-ce que c'est vrai ou on n'a pas besoin? Sorcellerie, il n'y a pas à faire des membres de ta famille. Même ta famille ne perd pas dedans. Mais ta camarade perd dedans. On perd ta société. Donc c'est forcément un proche en fait qui doit vous livrer. Proche. Tes parents adorés comme moi, c'est même génie là.
Donc lui, il dit, on a encore le même génie. Ce qu'il lui dit là-bas, il peut dire lui là-bas, et puis moi ici, là, comme on va à l'église, et puis le pasteur peut te dire, c'est Dieu qui me parle. C'est pas Dieu qui te parle. Il peut être encore plus le pasteur pour que. Il dit c'est lui, alors que c'est même pas cette près de toi. Là. Cette, même tu fais le mal, près de l'autre côté. À ça, l'autre ne fait pas le mal. Donc vous faites ça à tout le monde. Tout le monde, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous ne le connaissez pas. On s'en va, on continue, on va un peu loin. Même le guerre qui s'est passé, les policiers ne tuaient pas. Nous, on rentrait dans le corps des policiers pour tuer. Les policiers n'ont même pas, eux-mêmes, sur les propres armes, ils ne s'étaient pas magués. Nous, on prend qu'on tue. On rentre dans les corps pour tuer. Et puis on dit c'est les policiers, ce n'était pas les policiers. C'était nous, les malfaiteurs, là. C'est nous, on faisait ça. Et vous, quel était exactement votre rôle dans la confrérie? Vous avez été initié à l'âge de 5 ans. C'était quoi votre rôle? Je suppose que vous aviez certainement... C'est moi, je guide. Donc, j'ai choisi, c'est que tu dois rentrer. Je peux me déplacer sans voiture. Je vais dans l'autre pays sans voiture. En Sossénie, tu peux voyager sans que... Il n'y a pas de voiture, même en avion. Tu peux partir dans l'autre pays sans que... Vous vous déplacez comment? Je m'envole. En hibou. C'est que tout... Quel que soit l'animal, tu peux t'envoler. Donc c'est comme ça que je faisais le mal. Dans la guerre, on a tué les gens. Pourquoi on tuait les gens? C'était pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on dit pourquoi la Côte d'Ivoire doit prospérer. Pourquoi le monsieur est venu et puis doit gouverner la Côte d'Ivoire pour que doit prospérer. Nous, on veut détruire, on veut prendre ça pour que nous, on puisse gouverner. C'est quand même, c'est très délicat. Vraiment. Ce que vous êtes en train de dire sur le plateau est très délicat. Franchement, c'est vrai que vous nous avez donné des contacts, vous nous avez donné des références. Nous avons eu aussi le témoignage de quelqu'un qui a fréquenté le même endroit que vous, là où vous avez eu votre délivrance. Mais en même temps, on se dit, quelles sont vos réelles motivations? Pourquoi vous n'avez pas peur de venir en parler sur le plateau de ce midi? Qu'est-ce qui vous donne tout ce courage après tout le mal que vous avez fait? Avec tout le mal, pour ne pas que mes soeurs qui sont dans la sorcellerie arrêtent le mal, parce que le mal n'est pas bon. Pour ne pas qu'elles restent dedans? Parce que actuellement, mes soeurs, tu n'arrives pas à dire pas de vérité, attendre de mourir. Quand tu ne dis pas ta part de vérité, tu vas partir. Parce que ceux qu'on tue, ce n'est pas leur heure. Ils réclament, viens partir. Mon heure n'est pas encore arrivée, tu es venu me tuer, viens partir. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous, ça a été votre vie. Vous avez été initié pratiquement bébé, à 5 ans, peut-être même avant. Ça avait certainement commencé bien avant. Donc ça a été toute votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé alors à vouloir changer de position, à ne plus faire le mal? J'ai vu que l'amour que... Je n'ai pas l'amour, effectivement. C'est ce que j'ai dit. Quand le temps, je n'ai pas heureuse? Il n'y a pas de sentiments. Parmi mes camarades, ils étaient tout le temps à l'écart. Parce que tu as ce mal-là, tu es envieuse, jalousie va te tuer. Parce que c'est que ta camarade a porté, tu vas vouloir porter aussi, que ta main n'arrive pas là-bas. Tu vas vouloir la faire du mal. C'est ça le mal là même. C'est que toi-même tu n'en as pas, il ne faut pas dire que tu vas payer aussi. Donc vous étiez juste capable de tuer quelqu'un parce qu'il possède quelque chose que vous n'avez pas? Tout ce qu'il possède, il faut que moi je gagne. Mais justement, quand vous qu'est-ce que vous avez gagné? Et puis vous n'avez pas, vous vous sentez comment? En fait, moi ce que je veux dire, c'est que vous dites que vous êtes là pour sensibiliser vos sœurs et vos frères qui sont dedans. Mais en même temps, vous dites que quand vous étiez dedans, vous n'aviez pas de sentiments. Donc comment est-ce que vous pensez qu'en venant dire ça, ça puisse faire changer les autres? Puisque j'imagine qu'eux non plus n'ont pas de sentiments. Mais pourquoi je dis ça? Il faut que je rentre en profondeur, que s'ils passent au-dessus. S'ils vont à l'église, ils ne vont pas faire sortir ce qui les fatigue. Il faut que tu fasses sortir ce qui te fatigue avant que l'homme de Dieu, tu es le vrai. Ben, il y a le faux et puis il y a le vrai. Lui, tu vas aller te délivrer. Lui, mais n'a pas fait attention. Lui, mais il tombe. Tu le prends. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu
des hommes de Dieu qui ont peut-être essayé de vous délivrer, qui sont tombés, enfin que vous avez pris? En tout cas, moi, c'est qu'il y a eu la chance. Les hommes de Dieu que moi, je n'ai pas fréquenté beaucoup, c'est un sommet à fréquenter, mais lui, lui-même ne me connaissait même pas. Lui, il s'est dit que je parlais, que la voix me parle, il s'est dit que c'est Dieu qui m'utilise. Bon, moi, une question encore. Est-ce qu'on peut rendre service avec la sorcellerie? Lorsque vous dédoublez, là, vous êtes sous l'autre forme, là. Est-ce qu'avec cette forme-là, non. Par exemple, par rapport aux études, par exemple, un étudiant, par exemple, qui est sorcier, est-ce qu'il ne peut pas, une fois dédoublé, aller chercher, par exemple, les épreuves d'un truc comme ça dans le tiroir, les professeurs? Il ne peut pas rendre service à son ami. Jamais. Mais s'il veut rendre service, c'est comme si c'est le temps de donner le mal à son prochain. Le papier qu'il va faire, toi, tu attends de voir le papier comme ça, mais de l'autre côté, c'est humain, il attend de te donner. Il attend de te donner, vient humain, et puis la nuit, il vient te réclamer. Il ne peut pas, c'est impossible. Avec toute cette expérience, est-ce que vous pouvez reconnaître un sorcier ou vous pouvez détruire la sorcellerie actuellement avec toute cette expérience que vous avez? Détruire? Oui. Mais je n'ai pas la force pour détruire. Mais c'est Dieu qui peut détruire. Si vous ne pouvez pas détruire, est-ce que vous pouvez reconnaître aujourd'hui un sorcier? Non, c'est fini ça. Je ne peux pas. Vous ne pouvez plus en fait. Mais qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que vous êtes totalement délivré? Mais si je sors plus de mon corps pour aller manger, pour m'envoler. Comment nous on peut savoir ça? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas votre fourreau qui est là ou bien je ne sais pas? Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie.